Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Multijoueur, votre rendez-vous jeux vidéo sur Tech & Co. Eh bien, cette semaine, on va être extrêmement sérieux, figurez-vous. On va se poser une bonne question avec mes invités du jour. Je ne dis rien pour le moment, mais vous allez voir. Édouard, comment ça va? Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Bonjour Linda, c'est vrai que ça fait un petit moment que je suis pas venu. La dernière fois, c'était il y a Tu étais venu dans les tout premiers, tu as été parmi les tout premiers invités. Merci Ouais. beaucoup de l'invitation, déjà. Contente que tu aies pu revenir. Un sujet chouette et intéressant, du coup. Oh là là, comment on tease Aujourd'hui, ça. oui, Oh je là. fais du teasing, tu vois. Le teasing. Et j'ai séquestré la Minanix. Il est là, il dort ici depuis une semaine. Ah, bonjour. C'est bon? Ça y est, maintenant tu peux parler, je te libère. Libérez-moi. Libérez-moi. Ça va? Ouais, et toi? Bah écoute, ça va super. Toujours ravi d'être là et encore merci pour l'invitation de nouveau. Voilà, et bien on a parlé Top Spin la dernière fois. Là, on va Ouais. être beaucoup plus sérieux parce que tu sais aussi être un homme sérieux. Oui. C'est ça la vraie Quand question. le sujet l'exige. Quand le sujet. Voilà. Et bien vous allez voir, le sujet, il est extrêmement intéressant. Sommes-nous propriétaires des jeux que l'on achète? C'est notre actu de la semaine. Alors c'est une question qu'on va aborder depuis très longtemps dans cette émission. Il y a eu 2 concours de circonstances. Un, le The Crew et les serveurs qui ont fermé et là les joueurs se sont énervés. 2, l'excellente vidéo de notre invité du jour. C'est gentil, Et merci non, beaucoup. mais c'est vrai, il faut dire les choses. Tu t'es posé la question Ouais. en avançant des arguments. Voilà, sommes-nous propriétaires de nos jeux? Toi, ta réflexion, elle est partie de quoi? De The Crew, de la fermeture aussi des serveurs? Non, pas nécessairement The Crew, mais ça fait quand même quelques années qu'on voit beaucoup de jeux qui disparaissent aussi de certains stores. Et c'est vrai que du coup, la question, c'est est-ce que lorsqu'aujourd'hui on achète un jeu en magasin ou alors en dématérialisé, est-ce que ça nous appartient pleinement? Et c'est la question que tout le monde se pose aussi, puisqu'il y a des joueurs qui se retrouvent à se dire j'ai acheté The Crew en boîte et je peux plus le lancer. Du coup, C'est vrai qu'on pense souvent au dématérialisé en Oui. se disant bah oui, j'ai acheté un jeu en ligne. C'est ça. Les serveurs s'arrêtent. Parce que le fond du problème, c'est que vous avez un jeu. Là, il y avait 12 millions de joueurs quand même sur The Crew, le premier, Mhm. qui jouaient donc tous à parcourir la carte. Ouais. Et d'un seul coup, le Puni. 1er avril, je crois que c'est vraiment au 1er avril, Ubisoft annonce la fermeture des serveurs, donc plus personne ne peut accéder au jeu. Comme tu l'as dit, c'est pas la première fois. Ubisoft avait déjà annoncé au mois de janvier qu'ils allaient fermer une dizaine de serveurs. Ça concernait des anciens Assassin's Creed, Splinter Cell, des choses comme ça. Oh, la connexion en ligne obligatoire. Voilà, Mmh. évidemment. on va en reparler Est-ce aussi, que, oui. est-ce que le fond du problème, ce n'est pas aujourd'hui la connexion Internet obligatoire Ah, mais avec si. 90% des jeux? Bien J'exagère à peine. sûr. En fait, le problème majoritaire, c'est ni la dématérialisation, ni finalement les contrats de licence dont on pourra parler après. Le problème, c'est de la connexion obligatoire pour les jeux solo. Et on le voit en ce moment aussi avec Top Spin. C'est aussi un problème du coup avec The Crew. Le problème n'est pas qu'il y ait une connexion nécessaire pour le mode en ligne. Le problème, c'est que sur les jeux qui ont un solo conséquent, ça devrait être réglementé. On devrait ne pas avoir de connexion obligatoire pour un jeu solo qu'on achète. On devrait pouvoir en profiter autant qu'on souhaite. Après, il y a aussi le problème des contrats de licence et d'utilisation. Et je prends un exemple assez criant, qui est un jeu que j'avais beaucoup apprécié, qui est un jeu assez dur, qui s'appelle Spec Ops The Line, qui a été édité par Ouh. 2K, Oui. Je t'aime de plus en plus. et toi. qui est incroyable. On en parle peu, on en parle très très peu. Mais de qui est ce jeu. incroyable comme jeu, qui a Oui. des thèmes assez durs et qui a disparu du coup des stores de Steam. Et 2K l'a supprimé de beaucoup de boutiques parce qu'il y a eu des expirations de contrats de licence. Mais comme c'est un jeu solo, en fait, il y a beaucoup de joueurs qui, encore à l'heure actuelle, peuvent le retélécharger ou acheter des versions boîte d'occasion ou trouver des versions boîte. Pour le Ils retélécharger, il faut déjà l'avoir eu. Vous ne Oui, pouvez faut pas déjà l'avoir eu. l'acheter, C'est pour ça que faut le je- pour ça rappeler. que je Ouais. précise retélécharger. Mais comme c'est un jeu solo, on peut le retélécharger ou l'acheter en version boîte et en profiter parce qu'il n'y a pas de connexion obligatoire. C'est ça. Aussi. Et c'est ce que j'expliquais. Le problème, c'est aussi que la propension et l'arrivée d'Internet fait qu'il y a des vérifications de ces contrats d'utilisateurs et ces contrats de licence qui font que des fois, il y a des contrats d'utilisateurs et des contrats de licence qui arrivent à expiration. Parce que, je sais pas, par exemple pour Spec Ops The Line, c'était des contrats de licence à l'intérieur du jeu, comme peut-être The Crew pour certaines utilisations de véhicules, ou je ne sais pas ce qui s'est passé exactement avec The Crew en profondeur. Mais du coup, l'expiration de ces contrats de licence font que le jeu ou les serveurs ferment également. Et ça va très certainement arriver à Top Spin en 2026. Ça a été annoncé coup-ci, coup-ça par 2K. C'est dans les petites lignes. C'est dans les petites lignes. Dans les petites lignes, Mais oui. il est marqué dans Top Spin que vous n'êtes, que les fonctions Tout à fait. ne sont certaines et utilisables que jusqu'au 31 décembre 2026. Absolument. Après, Parce Advienne que pourra. Parce que c'est des contrats de licence. Mais si on regarde un petit peu le cas, par exemple GTA V, on a vu qu'il y a des musiques qui ont disparu et des musiques qui ont fait leur apparition derrière. C'est pareil, c'est des contrats de licence à l'intérieur. Alors, ils n'ont pas rendu inopérable le jeu GTA V, mais par contre, il y a certaines musiques qui ont disparu. Alors, ils ne pouvaient pas fermer, évidemment, GTA V et ni les serveurs solo, mais voilà, c'est des contrats de licence. Et donc, du coup, quand
on achète un jeu, est-ce qu'il nous appartient ou pas ? Non, fondamentalement parlant, le jeu ne nous appartient pas. On achète une clé d'utilisation, on utilise une clé de licence. Maintenant, oui, quand on va me dire, oui, mais quand j'achète ma cartouche ou que j'achetais mon CD à l'époque, ça veut dire personne ne viendra chez moi pour m'empêcher d'y jouer. Oui, c'est vrai, mais c'est l'arrivée d'Internet qui fait qu'il y a une vérification pour beaucoup de jeux des contrats de licence. Et puis la cartouche, tu avais la mémoire dans la cartouche dedans, donc tu devais pas installer la moitié du jeu, moitié du jeu sur ton support console et le reste qui était dans la cartouche. La cartouche, c'était le jeu. Là, avec l'arrivée du CD-ROM, du DVD, etc., le jeu t'installes une moitié sur le disque dur de la console et l'autre. Donc quoi qu'il arrive, tu avais quand même besoin, parce que j'entendais souvent des gens qui disaient on n'a pas besoin du CD. Si, on a toujours besoin du CD. On a besoin du CD pour lancer le jeu. Mais il n'y avait pas l'histoire de la connexion en ligne obligatoire. Et une chose aussi que les gens oublient, les serveurs à maintenir, ça coûte extrêmement cher. C'est l'un des arguments d'Ubisoft, de dire que la technologie est obsolète sur des vieux... Alors, à mon avis, ça ne concerne pas forcément The Crew. Je pense que le problème de The Crew, c'est peut-être qu'il y a The Crew 2 et 3 et tout le monde derrière. Mais il y a ça aussi, des vieux jeux. On parle des jeux qui avaient été arrêtés, c'est des jeux PS3, 360, voire plus anciens. Il faut maintenir les serveurs aussi, les technologies sont vieillissantes. Tu vois, le débat, c'est que lorsque des vieux jeux sont cut au niveau des serveurs et donc de la connexion en ligne, il y a deux cas d'école. Il y a ceux qui se plaignent et qui disent « mais je joue encore à ce jeu-là, le dimanche, à 14h, avec mes potes, on joue, etc. On regarde pas la F1, nous on fait ça. » Et de l'autre côté, t'as ceux qui vont dire « attendez les gars, bouillez-vous la nuque, ça fait 10 ans ou 15 ans que le jeu existe, ça va. » Et en fait, j'ai envie de dire, personne n'a tort. Le gars qui a acheté son jeu et qui a envie d'y jouer, qui a encore envie de jouer plus de 10 ans après, il a le droit normalement. Il est censé avoir le droit. Je voudrais que tu expliques un truc, Edouard, aux gens qui nous regardent et qui nous écoutent. C'est qu'en fait, officiellement, nous ne sommes pas propriétaires du jeu. Ah non, Qu'est-ce qu'on achète exactement? Tu achètes une clé d'utilisation de cette licence. Parce qu'en fait, le jeu ne t'appartient pas, c'est une propriété intellectuelle qui appartient évidemment aux ayants droit. Donc on achète une clé d'utilisation. Si la licence demain vient à expirer, du coup, ils vont pas venir nous sucrer le jeu chez nous. Mais, entre guillemets, ils peuvent fermer. C'est un petit peu comme si on vend 15 clés pour une porte, avec quelque chose derrière la porte. Si derrière le magasin, la porte, il ferme, en fait, notre clé, elle sert plus à rien. C'est un petit peu le cas. Alors, l'analogie est un peu étrange, mais c'est un petit peu le cas. Et en fait, Internet, comme je le disais juste avant, a emmené cette vérification de l'appartenance de la licence, de la possibilité d'utilisation de cette licence. Donc, en fait, le vrai combat n'est pas la dématérialisation, qui est très bien, qui est sur PC, et là depuis très longtemps, et ne pose pas de soucis vraiment, n'est pas non plus sur les serveurs qui ferment, parce que les serveurs, ça coûte cher à maintenir, et on peut comprendre qu'après 10 ans, on ferme des serveurs. Le problème est la connexion obligatoire pour un mode solo conséquent. Et surtout, là, on voit chez Ubisoft, notamment, The Crew, on peut plus y accéder ni au solo, ni au multijoueur. Le multijoueur, on comprend après 10 ans. Bon, je comprends que les serveurs, encore une fois, ça coûte cher. Le solo, c'est plus problématique, sachant que derrière la boîte officiellement de The Crew, il y a marqué « Explorer en solo, un monde ouvert, etc. » C'est une incitation au jeu en solo. Bien sûr. Moi, j'y ai joué qu'en solo, honnêtement. Et le problème, c'est qu'il y a aussi Star Wars Outlaws, qui arrive chez Ubisoft, qui a une connexion obligatoire pour l'installation du jeu. Oui, mais ça devient fréquent. Enfin, on se souvient, on parlait tout à l'heure des CD-ROM. Moi, je me souviens de l'année dernière de Call of Duty. Je crois que c'est l'année dernière. Non, le précédent, qui avait genre 80 mégas sur le CD et 150 à installer. Tous, parce que tu as la campagne à installer qui est conséquente, tu as le multi à installer qui est conséquent. Ah non, mais je suis totalement d'accord. Ce qu'Activision a fait de bien, c'est que maintenant, ils proposent aux joueurs installer ce que vous voulez. Ou l'autre. Mais quand tu dois installer Warzone, c'est encore un pavé, plus les mises à jour. Les mises à jour sont aussi grosses que l'installation d'un des modes à la base. Donc, mais le problème, il est là, c'est qu'il y a cette dissension entre les joueurs qui disent c'est normal, tout le monde a Internet maintenant. Et de l'autre côté, les mêmes joueurs qui disent oui, mais du coup, je comprends pas pourquoi on a une connexion obligatoire, machin. Oui, mais si vous acceptez que c'est normal maintenant d'avoir une connexion au début pour télécharger des choses, ils en profitent également pour les contrats de licence. Et c'est normal finalement, parce que ça respecte à la fois, ceux qui vont payer pour les contrats de licence. Je pense à des artistes, je pense à c'est des marques, des fois souvent. Pour Spec Ops The Line, je sais pas, ça devait être des marques de, je sais pas, c'était des contrats de licence sur plein de choses. Ça pouvait être des musiques, ça pouvait être des choses ici et là. Je vois un exemple parlant et criant, Death Stranding, où on a eu la pub pour Monsters qui était dedans, monstrueuse. Quand ils ont édité la deuxième version, il y avait plus Monsters, les canettes ont changé parce que l'expiration du contrat de licence, ils n'allaient pas fermer Death Stranding et empêcher les joueurs de jouer. Si on achète le premier Death Stranding maintenant en boîte, il y aura Monsters dedans si on ne fait pas les mises à jour. Mais
voilà, il y a des choses qui évoluent, il y a des choses qui changent, et ça respecte. C'est choquant parce que ça existe en réalité au cinéma, mais c'est pas fait de la même manière. Mais non, mais sur un tournage que ça va être fait au cinéma où on va, par exemple, je crois que c'est pour un James Bond, Pour en mourir peut attendre, et ils ont dû rajouter des scènes parce que les marques, les sponsors, les sponsors n'étaient plus, les contrats n'étaient plus à jour. Mais c'est vrai qu'on est hyper tolérant dans les sponsors dans un film, dans un jeu, on attend, enfin, ça commence. Alors c'est vrai que ça commence à venir, mais on s'attend pas à se dire. Oui, mais alors, je suis obligé d'avoir une connexion Internet parce que si la pub qui se sont fait payer pour mettre dans le jeu, c'est plus ça, va falloir que je retélécharge un patch pour. Moi, je suis parce que la pub, elle a toujours été. En fait, la pub a toujours été là dans le jeu vidéo, mais elle a toujours été là de manière implicite. Elle n'a jamais été balancée, criée, mise. Et depuis qu'on nous vend le fait. On parle de jeu vidéo, on pourrait élargir le débat plus loin, mais on n'est pas là pour ça. Mais pour dire qu'aujourd'hui, la pub est en train de vraiment s'installer de manière. Pancardisé partout, bah oui, ça a fait chier le joueur de jeux vidéo, clairement. Ouais, mais tu vois, dans un jeu, alors on a parlé d'Ubisoft aussi, un jeu comme Steep, qui était quand même, alors, comme dans la réalité, les bords de montagne, c'était la fête du sponsor. Il y en avait partout. Ça avait un côté drôle. Ça avait un côté drôle. C'était assumé. Voilà, c'était assumé. On parle de Top Spin. Top Spin, c'est la fête des sponsors et des partenaires, comme normal. Dans la TP et la WTA. C'est quand c'est le sport, c'est normal. Ça, je suis d'accord. C'est pareil pour FIFA ou des choses. En ancienne FIFA, il y a les sponsors qui sont affichés sur les côtés. Ça fait partie de la chose. Mais aujourd'hui, à la différence du cinéma, même si on trouve que le cinéma devient cher, on paye 80 balles un jeu. On paye 80 balles un jeu qui va évoluer, on va devoir se taper des mises à jour et des trucs. Moi, je comprends qu'au bout d'un moment, les joueurs soient un petit peu agacés de la connexion obligatoire. Connexion obligatoire pour installer un jeu, parce qu'il n'y avait pas assez de place à une époque sur les DVD, les CD, toutes les cartouches. En vrai, c'est toujours le cas. C'est toujours le cas. Ça ne me choque pas. En revanche, mais ok, j'installe, j'ai ma connexion, basta. C'est ça. Je me barre, je ne sais où, avec ma console pour jouer, j'ai pas forcément de connexion. J'ai quand même envie de pouvoir jouer à ce que je veux. Il y a trop de jeux qui, aujourd'hui, l'empêchent. Et c'est vrai que je comprends que les gens qui ne savent pas qu'en fait, on n'achète qu'une licence. Mais après, on achète un droit d'accès, en fait. Après, c'est pas la faute du consommateur. Lui, le consommateur, il achète un jeu, il veut juste jouer, en fait. Donc, en fait, c'est même pas le but de défendre l'un ou l'autre, parce que finalement, il y a personne à défendre finalement là-dedans. C'est juste défendre le droit de la consommation, de se dire, à l'heure actuelle, j'ai envie de jouer à un jeu, je devrais pouvoir en profiter si j'achète ma clé d'utilisation, surtout s'il y a un solo, comme on disait tout à l'heure, je devrais pouvoir en profiter quand je veux, où je veux, en fait. Et à l'heure actuelle, pour certains jeux, c'est un petit peu compliqué. Alors, il y a autre chose. Quand vous allez dans les conditions d'utilisation de PlayStation, de Xbox, même de n'importe quel éditeur... On n'a pas le droit de revendre. Hein ? On n'a pas le droit de revendre, c'est ça ? Voilà. Je voudrais qu'on parle aussi d'un point qui est assez drôle. S'il est stipulé que donc vous n'êtes pas propriétaire du jeu, donc ça, on a compris, on achète une licence. Vous n'avez pas donc le droit de le revendiquer, puisqu'il reste heureusement la propriété de ceux qui l'ont créé. Vous n'avez pas le droit de le prêter. Vous n'avez pas le droit de le revendre ou de l'échanger. Tout à fait. Du coup, il y a quelqu'un qui m'attend à la sortie du Non, mais c'est parce que c'est passé dans les usages. C'est délirant quand même, t'es d'accord ? Bien sûr, mais c'est parce que c'est passé dans les usages. C'est comme quand on achète un film avec les fameuses bandes, enfin pas bandes-annonces, mais qu'il y avait dans les films, dans les cassettes à l'époque. On voyait voler un film, jamais, voler une télé, jamais. Enfin voilà. Et finalement, on nous dit maintenant dans les films, si vous achetez un film, vous n'avez pas le droit de le projeter à plusieurs, à une salle ou un machin si vous l'achetez. Vous n'avez pas le droit de faire payer la projection. C'est un peu la même chose, sauf que c'est un peu passé dans les usages. Pas le droit de le prêter. Oui, mais je sais. C'est drôle. Souvenons-nous en 2013 de cette fameuse image de la conférence PlayStation où pour se moquer justement d'Xbox le matin qui avait annoncé qu'on ne pouvait plus faire ça. C'était prêter les jeux. Avoue que c'est drôle quand tu vois que les mêmes mecs l'image était très drôle. te marquent ça dans les consignes. Je suis d'accord. On l'a dit, est-ce que finalement avant, la connexion Internet qui a beaucoup changé, qui a changé les choses, est-ce que c'était pas mieux en fait avant ? Après, tous les jeux sont pas en connexion en ligne obligatoire. Il y a très peu finalement. Ouais, et encore. Par contre, oui et non. Pas tant que ça. Hein. Mais tu as des mises à jour sur tout. Le souci, c'est qu'il y a des très gros jeux quand même qui sont dans cette liste-là. Et ça, c'est dérangeant. Je suis d'accord. Ça, c'est très dérangeant pour le coup. C'est pour ça qu'il faut jouer aux jeux indépendants. Oui, voilà. Attends qu'ils y viennent aussi, tu verras, toi. Ou les jeux de sport. Mais du coup, Oupsi, Top Spin ne rentre pas dans cette Mais Top Spin, je suis un petit peu chafouin parce que en vrai, on a fait une preview avec 2K et on a eu certaines personnes en interview et je pense que maintenant il va falloir poser la question en fait. Est-ce qu'il y a besoin d'une connexion obligatoire parce qu'on ne nous a pas parlé, on nous a rien dit pour le solo et en fait c'est dommage qu'on nous ait pas donné les choses. Le mode carrière, clairement, il faut une connexion. On en parlait justement avec Nanix. Il faut une connexion. Et ça, pour moi, c'est le problème, c'est que jouer, je veux bien croire, jouer en ligne, évidemment qu'il faut, mais le mode carrière qui est censé être un mode histoire.
je ne vois pas en quoi... Enfin, sur NBA 2K, par exemple, quand il faut une connexion, oui, parce que les stats sont mises à jour régulièrement, ça je comprends, sur des FIFA qui s'appellent plus FIFA. On peut pas jouer en ligne avec son personnage My Career sur 2K, sur Top Spin, j'ai pas regardé. Mais en fait, le mode Ma Carrière n'est qu'en ligne. Enfin, oui, mais c'est comme le personnage qu'on utilise, est-ce qu'on peut pas l'utiliser en ligne, notre personnage, je sais plus. Mais je crois que si, après, c'est peut-être tu pour peux. ça, alors. Voilà. Mais oui, non, mais après, tout s'explique. Mais bien sûr. Oui. Mais voilà, mais ça donne aussi le droit, si demain 2K veut... vous débrancher du jeu, de le faire. Ça, je trouve que c'est un vrai problème et les gens ne le savent pas forcément. Voilà. Si vos jeux disparaissent, c'est une des autres raisons. Une des raisons. J'ai une autre raison à vous annoncer. Figurez-vous, si vous voyez vos jeux disparaître de votre bibliothèque Steam, PC, c'est peut-être parce que vous avez acheté votre jeu par des moyens détournés. Et ça aussi, les éditeurs ont la main dessus. On est allé demander à Emar Azaizia, qui est responsable du développement business chez Ubisoft et qui nous a expliqué les fameuses, par exemple, clés G2A, ces clés que vous achetez moins cher en ligne, vous récupérez un code, vous êtes hyper content, vous avez payé moitié moins votre jeu. Figurez-vous qu'il peut disparaître de votre catalogue comme ça du jour au lendemain. Il vous explique que c'est pas terrible comme méthode. Pour le consommateur, c'est un risque parce que si la plupart en fait, des entreprises qui vendent des clés sont légales, dans le sens où elles ont un statut, c'est des entreprises déposées, on peut les suivre et les traquer, la manière dont elles obtiennent et revendent leurs clés, c'est quelque chose de beaucoup plus obscur. Au point où, même dans leurs conditions de vente, dans leurs conditions d'utilisation, ils ont très souvent tendance à te dire qu'il peut y avoir des problèmes, que tu dois installer un autre compte sur ton propre compte avec lequel ils ont fait ces achats de clés, et que ton jeu peut disparaître du jour au lendemain, mais dans ce cas-là, ils s'engageront à te trouver une autre clé et autre. Donc, c'est pas quelque chose de si simple que ça, et ça peut avoir des conséquences selon le pays dans lequel tu vis, parce que les lois locales étant très différentes, tu peux te retrouver à avoir, dans certains pays, par exemple Steam peut considérer que d'installer plusieurs comptes et de récupérer des clés et de se les passer et autres, ça peut briser leurs conditions d'utilisation, ils sont capables de te suspendre en fait ton compte principal sur ce genre de choses. Honnêtement, c'est très difficile à traquer en fait. Pour nous, c'est très difficile à traquer parce que quand tu regardes les grands sites et la façon dont ils mettent les clés en vente, tu verras qu'ils ont des centaines de vendeurs et que s'amuser à leur courir les uns après les autres, ça prendrait une quantité de temps absolument démesurée. Donc ce qu'on est capable de mesurer, c'est évidemment tout ce qu'on fait avec nos partenaires. Quand on travaille avec des gros sites, on sait exactement combien de jeux on a vendus, combien ont été distribués, combien sont activés via le tracking qu'on a mis en place. Mais dans ces cas-là, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué d'être capable de dire qu'en fait, la clé, elle n'est pas utilisée au bon endroit, d'autant que les gens, n'hésitant pas à utiliser des VPN et autres, deviennent de plus en plus difficiles à placer géographiquement. Donc, ça arrive quand on identifie des clés illégales, ça peut arriver que justement, il y ait des désactivations, et c'est ce qui pose le problème à ces sites, et c'est pour ça qu'eux-mêmes, souvent, essaient de mettre en place des systèmes de garantie, certains d'entre eux, dans lequel ils vont rembourser la clé ou dans lequel ils vont donner une autre clé obtenue ailleurs à la personne. Et ça peut arriver que dans le temps, ta clé disparaisse. C'est-à-dire que ça peut mettre du temps et ça peut arriver que pendant 6 mois, 1 an, tu profites de ton jeu et au bout d'1 an, tu le trouves et il est soit plus dans ta librairie, soit plus fonctionnel et il a été désactivé en fait. Parce que là, on n'en parle pas, mais ces clés et ces jeux, nous, on ne sait pas d'où ils proviennent. C'est-à-dire que la manière dont on les récupère ou autre peut faire que, dans certains cas, on peut se retrouver dans des situations où le jeu contient des virus, où le jeu n'est pas complètement propre, où les builds du jeu ne correspondent pas aux builds que nous, on utilise ou qui sont distribués sur le marché. Donc, ça pose plein de questions. Et à partir de ce moment-là, nous, on n'est pas capable de garantir la sécurité du consommateur, le service après-vente, le suivi avec eux. Du coup, quand on est Ubisoft ou un gros, on pèse certes plus, mais en fait, à cette échelle et avec le nombre de jeux et de tierces qu'ils utilisent, c'est courir après des moulins. Voilà le problème des clés G2A notamment et autres. Alors, vous les payez moins cher, mais ce n'est pas sans risque. Et ça peut disparaître. Évidemment, qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là? C'est de la faute de l'éditeur ou du développeur. Ça t'est déjà arrivé, ça, Nix? De quoi on parle? D'un jeu qui disparaît, tu vois. Genre... Un jeu qui disparaît de ton catalogue. Non. Ou alors j'ai eu de la chance. C'est pour ça. Peut-être. Non, mais il y a des vrais risques. Voilà, ce sera un sujet à retrouver très vite sur Tech & Co, l'histoire des clés G2A et du business qui s'ensuit. On fait que du... Cette émission est un éternel teasing. Je vous ai amené autre chose, messieurs, pour parler d'un autre sujet, rebondir sur... Parce qu'on en parlait aussi avec Emar, et ça fera l'objet d'autres choses. Comment est-ce qu'on fait justement perdurer le patrimoine des jeux, puisque si des éditeurs décident de fermer
des serveurs parce que les jeux sont trop vieux. Il y a aussi des éditeurs qui disparaissent et qui ont fait, qui font qu'on perd des jeux. Alors évidemment, il y a les pirates qui aident parce que eux, ils maintiennent, c'est bête, mais ils maintiennent certains jeux. Aujourd'hui, il y a ça. Je vous le montre. Ça, c'est une des petites dernières qui est sortie. Les consoles mini qui permettent de faire revivre des vieux jeux. Et voilà. Et alors, qu'est-ce que c'est, ça, Nanix? Là, on en a une belle collection. J'aurais dû vous ramener. Parce que ça, moi, j'ai encore l'original de celle-là, de la Atari. Moi, j'ai l'original, encore, qui était la première console sur laquelle j'ai joué. Oui, je ne suis pas jeune, mais j'étais très petite, que mon père avait, et avec laquelle j'ai joué la Atari, il me semble. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est ça, pour faire pérenniser les vieux jeux? Parce que là-dessus, personne ne va venir nous embêter. Non, après ça dépend du catalogue des jeux proposés. Je vois qu'il y a une NES Mini, on peut parler aussi de la PlayStation Mini, de la Super NES Mini. La PlayStation 1 Mini, c'était pas une grande réussite, hein. Oui, on s'en parlera pas. Bah, en fait, souvent, ce qui fait le problème de ça, c'est que alors on a le circuit officiel, donc c'est vraiment les constructeurs qui proposent, et puis le circuit officieux avec vous tapez sur internet émulation console, vous allez en trouver plein et d'autres qui vous permettent en plus de faire plein d'autres choses après. Mais j'ai des collègues qui en parlent très bien en vidéo, donc il y a du très bon et du très mauvais. Mais en soi, la chose qui est bien là-dedans, c'est que pour moi, je répète, c'est vraiment la qualité du catalogue proposé. C'est-à-dire que je crois que pour la NES Mini, le catalogue était vachement cool, hein, pour ceux qui ont grandi avec la Nintendo. La Super NES, pour moi, il manque au moins 3-4 jeux, mais ça, c'est un autre débat. Mais le catalogue était cool. Donc oui. La PlayStation, il manquait tout. Voilà, oui, c'est pas se mentir. Nintendo, ils l'ont mis derrière la barrière du Switch Online aussi. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ils ont feinté. Ça, c'était un produit d'appel, c'est du teasing. Exactement. Après, le truc, c'est que là, on parle du marché rétro en soi. Donc, il y a un vrai marché pour ça. Les gens sont très friands. Et en fait, quand on regarde le prix des consoles d'origine, c'est hors de prix, entre guillemets, pour ce que ça représente aujourd'hui. Donc c'est la meilleure alternative, ça, pour moi, aujourd'hui, le côté émulation. Parce que les consoles d'origine, avec les cartouches d'origine, le matos d'origine, ça vaut quelque chose maintenant. Mais vraiment très, très cher. C'est-à-dire que le marché de l'occasion sur les jeux physiques avait aussi porté un petit peu un coup aux développeurs, parce que ce qu'on ne dit pas aussi, c'est les coûts que ça a pour les développeurs. Le démat, finalement, l'alternative, c'est quoi ? Il n'y a pas d'alternative, donc tu payes un peu moins cher ton jeu, mais tu n'es pas vraiment propriétaire. Oh, sur le démat, ça dépend. Ça dépend. Non, mais tu vois, ce qu'on s'est dit, si tes serveurs ferment, t'es mort. Voilà, c'est ça. Si tu achètes des fausses clés, t'es foutu. Bah, sur les stores officiels, le prix il est conséquent, c'est le prix plein pot. Et si tu veux pas le payer plein pot, bah, tu druides, et après tu druides, c'est toi et ta chance, quoi. Voilà. T'attends 3 mois sur Steam, t'en as 70. C'est ça. T'en as 70 pendant les soldes, que tu n'ouvriras jamais, mais ils sont là. Mais tu les auras payés 3 € au lieu de 18, t'es hyper content. C'est ça. Donc voilà, on va clore cette page sur est-ce que les jeux sont à vous. La réponse est non. Merci Edouard. Mais c'est quand même bien de les avoir en physique. Mais bien, moi je préfère le physique, j'ai une énorme collection, bien sûr. Voilà. Sachant que le démat prend de plus en plus le pas sur le physique, voilà, pensez-y aussi que le physique c'est pas mal, mais ça prend de la place. Puis à la fin on débranche le serveur. Bon, on a un tout petit peu de temps pour faire quand même à quoi on joue. Et là, Edouard, il nous a trouvé un petit jeu bien sympa. Ah bah oui. Je te mets un petit jingle quand même. Tu l'as bien mérité. Yes. Et tu vas nous parler. Alors, tu as 2 minutes 30 pour nous parler de Another Crap's Treasure. J'adore le nom. Eh bien, c'est un jeu indépendant qui vient de sortir il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'est un Souls-like, mais avec dans un univers sous l'eau, un petit peu à la Bob l'éponge. D'ailleurs, il y a des refs à Bob l'éponge dedans. Et c'est amusant parce qu'on part du postulat d'un jeu tout mignon. Et finalement, on se retrouve dans un Souls-like avec tout ce qui fait un Souls-like, c'est-à-dire on va avoir des armes, on va avoir des armures, entre guillemets, puisque ça va être la petite carapace de notre personnage qu'il va falloir récupérer au fur et à mesure. Un univers qui n'est pas si accueillant que ça aussi. Donc on est vraiment sur de l'esquive, on est sur de la parade et on est sur un jeu qui est difficile avec des boss. Mais on y rajoute par-dessus aussi un aspect très plateforme qui est vraiment très chouette et très bien amené. Et en fait, il est à la fois mignon, difficile, abordable aussi, parce que finalement, c'est un Souls-like, mais c'est un petit peu ce qui avait amené Elden Ring aussi à Dark Souls, c'est-à-dire que comme on est dans un monde plus ouvert, on peut aller farmer un petit peu son expérience, faire évoluer son personnage, un peu de la même façon que dans un Souls-like où on va avoir un feu de camp, là on va avoir une espèce de petite maison dans laquelle on va pouvoir venir pour dépenser ses points, les points qui servent à la fois à acheter des choses et à mettre de l'expérience sur notre personnage. Et en fait, le jeu est absolument génial. Après, je suis fan de jeux indépendants, donc forcément je l'attendais énormément, et c'est une petite pépite. Et je pense que pour le jeu indé de l'année, il sera peut-être très bien placé.
je pense. J'ai jamais entendu un tel camoulox depuis longtemps. Nanix, ça te dit quelque chose ce jeu? Pas du tout. Mais je regarde ça avec beaucoup. Mais complètement Bob l'éponge. Alors là, je suis d'accord avec totalement, toi. Il y a des rêves, il y a plein de rêves dedans. À Bob Totalement l'éponge. assumé, ça se voit en plus. Mais ça a l'air. J'aime bien, il y a un côté voilà, tout mimi, mais pas gentil. Non. Je sais pas comment dire. Il y a quelque chose, donc je trouve que ta description colle assez bien à l'idée qu'on peut se faire. Ça a l'air d'un dessin animé tout mignonnet. Ah oui. Et ça n'a pas l'air du tout, ils ont l'air assez méchants. En fait. Mais pour exemple, je suis arrivé dans le monde ouvert après l'introduction du jeu et je vois un gros ennemi, je dis je vais aller le battre. Il m'a décapité. Genre vraiment, le mot est décapité. Genre vraiment, il avait une espèce de c'était une râpe ou je sais pas quoi, puisque tout est fait. En fait, c'est aussi un jeu qui met en avant toute la pollution des fonds marins. Donc tout est fait de briquet de broc avec des bouchons de bouteilles, avec des mégots de cigarettes, des débris de verre, etc. Et du coup, les animaux eux-mêmes vont se protéger avec des boîtes de conserve, avec des bouchons de dentifrice, des verres de shot, etc. Et c'est assez bien amené. Et en fait, tout le postulat de départ, c'est que notre personnage principal n'a pas payé ses impôts locaux et donc du coup se voit retirer sa carapace et doit aller récupérer sa carapace et finalement il y a toute une aventure qui se déroule à partir de ça. Mais voilà, déjà de prime abord rentrer sur le fait que t'as pas payé tes impôts locaux, on te supprime ta maison, ça part bien. ça part super bien sur l'introduction du jeu et c'est drôle parce que ça amène une touche quand même assez mature à un jeu qui de base d'extérieur fait assez enfantin alors que pas du tout. Another Crab's Treasure, ça s'appelle. C'est disponible sur PS5, Xbox Series, Nintendo Switch et PC. Donc pas d'excuses pour ne pas. Steam Deck aussi qui tourne très bien. Et Steam Deck, ta nouvelle passion. Oui, tourne très bien dessus. On est arrivé au bout de cette émission, messieurs. Merci beaucoup, Edouard, d'être revenu et de nous avoir éclairé sur le droit de propriété des jeux ou pas. Vidéo à retrouver sur ta chaîne YouTube. Voilà, Edouard B. C'est chez lui. Nanix. En parlant de droit, je suis libre, ça y est. Ça a été libre. Je te libère, Nanix. T'as pas encore une émission après? Merci. Non, je le libère maintenant. Parce que la première, il a enlevé son pull. Voilà. Là, il faut qu'il enlève son t-shirt. t-shirt. Striptease revenait. Merci beaucoup, messieurs. Merci à vous toutes et à vous tous d'être restés avec nous pour tout savoir de la propriété de vos jeux. On se retrouve très vite pour vraiment parler de jeux et des jeux sympas. Il y a de quoi faire dans les prochaines semaines. En tout cas, jouez bien et à très vite.